Salut la communauté Unmatch, c'est David alias Judo Graal. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit focus sur Oda Nobunaga. Alors on va faire un petit tour de ses cartes de son deck. Donc Oda Nobunaga déjà est un combattant en mêlée, 13 points de santé. Il a 2 gardes d'honneur qui sont en mêlée avec 6 points de vie et 2 points de déplacement. Donc ce qui n'est pas extraordinaire pour du mêlée habituellement, ça n'augure rien de bon. Alors c'est un maître stratège, c'est-à-dire que les combattants amis se trouvant dans la même zone qu'Oda Nobunaga ajoutent +1 à la valeur des cartes qu'ils jouent. Oda Nobunaga ne bénéficie pas de cette capacité. On va parler que du 1 contre 1, parce que sa capacité fait que Oda Nobunaga c'est juste un monstre en jeu coopératif, par exemple si vous jouez à Unmatch Adventures, ou alors en équipe, si vous jouez en 2 contre 2 par exemple, tout simplement parce qu'il va booster toutes les cartes de ses potes qui sont dans sa zone, et ça en fait un combattant extraordinaire pour ces modes de jeu là. Mais là on va se concentrer sur le 1 contre 1, le mode classique, on va dire de Unmatch. Car c'est un combattant qui est un petit peu plus compliqué à jouer, ou un peu plus nul, suivant le point de vue souhaité. Mais moi je pense que c'est un combattant qui peut faire des bonnes choses. C'est juste qu'on va le jouer peut-être un petit peu différemment qu'un combattant avec 2 sidekicks à plein de points de vie habituels. On va essayer de voir ça. Alors, bon, les petites roulettes sont toujours super jolies avec le mot la mort. Ça on l'avait déjà vu sur la vidéo de présentation de la boîte quand elle est sortie. Voici le matériel. Et donc maintenant on va faire un tour d'horizon des cartes. On va voir un peu la structure de son deck et qu'est-ce qu'on peut optimiser pour essayer de faire un maximum de bonnes choses avec lui. Alors, la première carte en 2 exemplaires, c'est une carte spécifique à Oda Nobunaga, donc apprentissage de la guerre. Cette carte permet de piocher autant de cartes que le nombre de dégâts infligés aux combattants adverses. La deuxième carte spécifique à Oda Nobunaga en 3 exemplaires, pragmatisme, donc immédiatement qui annule tous les effets de la carte de votre adversaire, donc c'est une sorte de... c'est en imagination de Bigfoot. Et la dernière carte spécifique à Oda, c'est un stratagème, roi démon du 6e ciel, donc qui inflige 2 dégâts à chaque combattant adverse cerné. Ah oui, on n'a pas parlé de la capacité cernée qui est dans le livret de jeu, donc beaucoup de cartes de Oda Nobunaga vont avoir la capacité cernée. Pour qu'un adversaire soit cerné, il faut que vous ayez 2 combattants adjacents à lui. Après, nous avons les cartes spécifiques aux gardes d'honneur. Donc nous avons Soleil et Lune, une 2 d'attaque rouge. Pendant le combat, si le combattant adverse est cerné, ignorez la valeur de la carte de votre adversaire. Donc c'est une 2 d'attaque qui devient une 3 si le garde d'honneur est dans la zone de Oda. Et comme vous ignorez la valeur de l'adversaire, vous faites 3 dégâts à l'adversaire. En 2 exemplaires. Donc ça c'est très intéressant. En 3 exemplaires, nous avons encore une carte spécifique au garde d'honneur qui est éclair et foudre. Alors une 4 d'attaque rouge, immédiatement, si le combattant adverse est cerné, vous annulez tous les effets de la carte de votre adversaire. Donc c'est une feinte offensive. Et en après-combat, vous déplacez votre combattant de 2 cases au maximum. Voici 2 cartes spécifiques, 5 cartes spécifiques au garde d'honneur. Donc 5 cartes spécifiques au sidekick, c'est vraiment la proportion de base dans Unmatch, c'est souvent le cas, mais vous allez voir que dans ce deck, c'est pas aussi simple. Par exemple, la suivante, qui est une carte utilisable par les 3 combattants. Donc c'est une tous, une versatile 1, patience et stratégie. Mais l'après-combat, c'est si le combattant adverse est cerné, votre combattant récupère 2 points de vie. Et pour être cerné, vous allez avoir besoin de 2 combattants, c'est-à-dire vous allez encore avoir besoin d'un minimum encore un garde d'honneur. Donc je vais la mettre ici, et vous allez voir qu'en fait c'est une carte qui va donc... ce sont 3 cartes qui vont devoir être utilisées avant que vos gardes d'honneur ne meurent. Donc ce ne sont pas des cartes spécifiques aux gardes d'honneur, mais ça va rentrer dans le compte
des cartes jouables que si des gardes d'honneur sont présents. Et vous allez voir que ça va en faire quelques-unes. Et du coup, c'est pas évident pour les placer avant qu'ils ne meurent tous les deux. Ça va être le gros point faible de Oda. Alors, la carte suivante. Alors là, c'est la carte en américain, puisque c'est la foiled. J'ai pas encore les foiled en français. Feu et flamme. Voilà. Donc c'est pendant le combat, si l'adversaire est cerné, la valeur de cette carte est de 5 à la place. Voilà, donc en 3 exemplaires. Donc encore une carte où il faut cerner l'adversaire. Une carte très importante en défense, donc en 3 exemplaires, utilisable par tous. Donc immédiatement, ça va vous permettre d'échanger la position de votre combattant avec un combattant adjacent ami. Et si vous le faites, le combattant avec qui vous avez échangé de place devient le nouveau défenseur. Et en après-combat, vous infligez un dégât au combattant adverse. Hop, je vais la mettre ici. En 4 exemplaires, donc ça c'est assez rare, une carte en 4 exemplaires. Donc après le combat, vous allez piocher une carte, puis après vous allez déplacer tous vos combattants de 2 cases au maximum. Donc carte très importante également. On va voir ça tout de suite. Alors, le tournant décisif en 2 exemplaires, donc ça tout le monde connaît, hein. Donc pendant le combat, si votre combattant a commencé son tour dans une autre case, c'est-à-dire s'il a bougé, la valeur de cette carte est de 5 à la place. On va le mettre ici. Et enfin, en 3 exemplaires, un stratagème, donc renforcement, on va choisir 2 effets différents. Soit chaque combattant ami récupère un point de vie, soit on pioche 2 cartes, soit on gagne une action. Enfin, on va devoir en choisir 2 parmi les 3. Voilà, donc le deck de Oda Nobunaga et de ses gardes d'honneur, donc je l'ai redisposé un petit peu pour vous montrer un peu sa structure. La première chose qu'on peut voir, c'est tout ce que j'ai mis de ce côté-là. C'est toutes les cartes dont on a besoin quand on a besoin de cerner. On a besoin de cerner l'adversaire pour pouvoir les jouer ou les jouer avec les gardes d'honneur. C'est-à-dire que si les gardes d'honneur meurent, toutes les cartes qui sont sur votre droite, vous ne pouvez plus bénéficier des effets, ou voire même vous ne pouvez plus du tout les jouer. Il y a 13 cartes, si je ne m'abuse, c'est bien ça, il y a 13 cartes sur un deck de 30 cartes, donc c'est-à-dire presque la moitié de vos cartes, vous aimeriez les jouer en cernant l'adversaire, c'est-à-dire en mettant l'adversaire adjacent à 2 de vos combattants. Clairement, vous n'aurez pas le temps, je pense, de jouer toutes ces cartes en cernant l'adversaire, car soit vos gardes d'honneur vont mourir rapidement, soit vous serez sur une map qui va vous gêner dans le placement. Donc le but c'est d'en jouer un maximum, d'optimiser ceci, mais ça va être toute la gageure en fait du deck de Oda. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que les valeurs sont vraiment pas faux-folles, hein. À part une attaque à 5 ici, là celle-ci c'est une défense à 3 qui annule, donc c'est une super feinte, mais sinon on n'a que des 2, des 3, des 1, des 2. On a une attaque à 4 qui est intéressante, mais c'est pas extraordinaire, une 4 rouge. Donc les valeurs sont pas faux-folles. Donc ça, il va falloir les optimiser en utilisant la capacité d'Oda, c'est-à-dire que la plupart des cartes, il va falloir essayer de les jouer avec les gardes d'honneur qui sont dans la zone de Oda. Donc ça, il va falloir essayer de l'optimiser. Donc comme vous voulez jouer tout ça en cernant l'adversaire, plus toutes les cartes avec vos gardes d'honneur, en fait vous vous rendez compte que ce sont vos gardes d'honneur qui vont essayer de faire la majorité de la partie. Donc il ne faut pas les perdre. Et on va donc passer maintenant du point de vue défensif. Donc au niveau défensif, à part celle-ci, qui est une excellente carte, on est d'accord, mais qui n'est que pour Oda Nobunaga, vous vous rendez compte que les valeurs sont pas faux-folles. C'est-à-dire qu'on va avoir du 3. On va avoir du 3. Alors du 3 c'est 2 plus 1 si le garde d'honneur est dans la zone d'Oda. Donc ça devient du 3 et du 2 en défense. Le tournant décisif, c'est une carte qu'on utilise souvent offensivement. Là, vous vous rendez compte que c'est votre meilleure défense avec un garde d'honneur. Donc déjà, la première carte qu'on va mettre en défense, c'est le tournant décisif. Ça va être peut-être contre-intuitif, mais c'est votre meilleure défense avec les gardes d'honneur.
Donc voilà, moi je vous conseillerais d'utiliser ces 2 cartes en défense parce qu'ils vont en manquer fortement. Défensivement, la deuxième chose, c'est déclencher le piège. Déclencher le piège, donc c'est qu'une 3 de défense si vous l'utilisez avec un garde d'honneur dans la zone d'Oda. Mais en fait, celle-ci, elle vous permet d'échanger de position avec un ami adjacent. Et c'est cet ami qui deviendra le défenseur à la place. Et ben moi, cette carte-là, en 3 exemplaires, je vous conseille de la jouer pour échanger de place avec Oda qui sera adjacent à votre garde d'honneur. C'est Oda qui va devenir le défenseur, du coup il va défendre qu'à 2, donc il risque de se prendre pas mal de dégâts, mais au moins votre garde d'honneur ne sera pas pris de dégâts, c'est Oda qui les prend à sa place, et ce qui vous permettra plus tard donc de remettre votre garde d'honneur devant pour réattaquer avec vos gardes d'honneur qui eux vont faire pas mal de dégâts, tout en protégeant donc vos gardes d'honneur. C'est peut-être contre-intuitif également d'utiliser des cartes comme ça pour protéger les sidekicks et se prendre des dégâts avec son héros, mais je pense que c'est une condition de victoire pour vous, c'est de protéger vos gardes d'honneur. Alors, une carte que vous allez avoir tendance à jouer en défense aussi, parce que tout simplement parce que vous n'en avez pas beaucoup des défenses, vous avez beaucoup d'attaques, mais vous n'avez pas beaucoup de défense, ça va être manœuvre de combat. Alors ce n'est qu'une 2, qui devient une 3 pour les gardes d'honneur dans la zone de Oda, donc c'est pas extraordinaire, mais c'est une carte qui est quand même assez intéressante parce qu'elle vous permet de piocher une carte, donc voilà, vous gardez votre compte de cartes, et qui vous permet surtout de déplacer tous vos combattants de 2 cases chacun. À quoi ça va vous servir surtout? Ça va surtout vous servir, si c'est joué sur la deuxième action, la dernière action de votre adversaire, de repositionner vos combattants et donc de cerner l'adversaire pour le cerner dès votre première action du tour suivant. Donc c'est une carte qui est vraiment primordiale, que vous avez en 4 exemplaires, donc il faut essayer de vous mettre le plus près possible, de telle sorte que si l'adversaire vous attaque, vous puissiez en bougeant de 2 cases, le cerner. Ça bien sûr ça va dépendre de la map, ça va dépendre de si l'adversaire a des acolytes qui lui permettent de bloquer les cases adjacentes et donc de vous empêcher de le cerner, ça va dépendre de tout ça. Ce n'est qu'une 3 de défense si vous êtes dans la zone d'Oda, donc votre adversaire, si votre adversaire vous attaque à 5, vous prenez 3, votre garde d'honneur déjà il perd 2 points de vie sur 6. Bon bref, c'est pas la carte ultime, mais elle va être très importante dans une optique de jeu agressif. Enfin, patience et stratégie. Alors celle-ci c'est un peu en fonction de quand elle sort. C'est qu'une 1 de défense qui devient une 2, ce qui est vraiment mauvais en défense. Mais si vous la jouez alors que votre garde d'honneur a encore 5 ou 6 points de vie et que l'adversaire est cerné, ça vous permet de récupérer 2 points de vie. Donc en fait c'est comme si c'était une 4 de défense, ce qui devient du coup bien. Maintenant c'est très dur à placer parce que déjà l'adversaire il va rarement vous attaquer en étant cerné, sauf s'il n'a pas le choix. Et puis surtout il faut que votre garde d'honneur ne meure pas avant l'après-combat. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser souvent cette carte en défense si votre garde d'honneur n'a plus que 2 petits points de vie par exemple, ça va être compliqué. Donc c'est une carte qui n'est pas facile à jouer, c'est une carte qu'on aime bien avoir en tout début de partie pour pouvoir la placer rapidement en défense. Maintenant, si votre garde d'honneur n'a plus beaucoup de points de vie, vous pouvez toujours essayer de la placer en offensif, en attaque, parce que vous cernerez l'adversaire et vous attaquerez. Le problème, c'est que si c'est feinté, c'est une 0 et rien du tout, vous avez perdu votre action. Et si l'adversaire a joué en défense une carte qui lui permet de bouger en après-combat par exemple, vous ne cernerez plus l'adversaire et l'après-combat de cette carte ne marchera plus. Et puis surtout, pendant que vous jouez ça en attaque, vous ne jouez pas une des 7 autres cartes offensives monstrueuses des gardes d'honneur, et donc voilà, c'est une carte que vous risquez qui risque d'être totalement annihilée par la défense de l'adversaire, et pendant ce temps-là, vous n'aurez pas joué une carte d'attaque importante. Bref, je vous conseille pas de la jouer offensivement, mais des fois on n'a pas vraiment le choix, on essaye de le passer pour essayer de soigner. Par contre, si vous la passez, ça peut être un game changer, clairement. Si vous réussissez à la passer, vous récupérez 2 points de vie sur un garde d'honneur, c'est génial.
Alors, sur le côté plus offensif maintenant, et là on va parler on a parlé des choses qui fâchent, la défense, peu de points de vie, la difficulté de défendre ses gardes d'honneur. Maintenant on va parler du côté agréable du personnage, l'offensif. Son bagage offensif est vraiment bon, très bon même, tant qu'il a ses gardes d'honneur bien sûr et qu'il réussit à cerner l'adversaire. Donc on va avoir 8 cartes. 8 cartes d'attaque, on va dire, spécifiques aux gardes d'honneur. Clairement, il va falloir essayer de les utiliser au maximum avec les gardes d'honneur. Et donc, nous avons 2 cartes spécifiques à Oda Nobunaga qui ont une valeur de 5. Et donc là, on va plutôt utiliser pour moi en finish, si possible. Sauf si on va être en galère de cartes en main. Ça peut être un bon moyen de refaire sa main de cartes. On va voir ça tout de suite. Alors, commençons par les gardes d'honneur. Donc Soleil et Lune, donc c'est une 2 d'attaque. Si vous cernez l'adversaire, vous ignorez la valeur de l'adversaire. Si vous l'utilisez dans la zone de Oda Nobunaga, c'est une 3 d'attaque. Donc c'est une carte que l'adversaire va vouloir feinter. Parce que s'il vous feinte, du coup vous ignorez pas sa valeur, donc qui sera une 2 souvent, bah, ça lui ferait que 1 dégât. Donc il va vouloir vous la feinter. Bien sûr, vous allez devoir attaquer en cernant l'adversaire. Ça, c'est quasiment une obligation avec les gardes d'honneur d'attaquer en cernant l'adversaire pour créer l'incertitude déjà, et puis pour bénéficier des effets des cartes. Mais maintenant, nous allons regarder la carte rouge, éclair et foudre. Donc 4 rouge qui devient une 5 si vous êtes dans la zone d'Oda Nobunaga. Et c'est en effet immédiat. Si l'adversaire est cerné, vous allez annuler les effets de sa carte. C'est pas la meilleure des capacités en immédiatement, parce que la feinte offensive, elle est assez... voilà, ça va dépendre du combattant qu'on affronte. Il n'y a pas tant de combattants que ça où la feinte offensive est intéressante. Mais sur certains, oui, ça peut être intéressant. Surtout l'après-combat, il permet de déplacer votre combattant de 2 cases au maximum. Donc en fait, cette carte-ci, c'est l'une des cartes des gardes. Je l'ai mise de ce côté-là parce qu'elle a quand même un effet cerné qui peut être intéressant. Mais en fait, c'est une des cartes que vous pouvez utiliser sans cerner l'adversaire. Parce que ça va être une 5 d'attaque. Vous n'annulerez pas sa capacité. Mais surtout, vous pourrez déplacer votre combattant de 2 cases derrière. Donc si vous venez avec un garde au contact, vous attaquez à 5. Et après vous rebougez votre garde de 2 cases, ça vous permet d'éloigner votre garde et qu'il ne soit pas plus lui à distance d'attaque de l'adversaire, surtout si c'est contre un mêlé contre l'adversaire. Donc c'est un bon moyen de protéger ses gardes, tout en ayant une attaque à 5. Le truc, c'est qu'en fait ce que vous voulez, c'est de créer du mind game entre ces 2 cartes-là, une petite, voilà, de l'incertitude. C'est que si vous attaquez avec ça sans cerner l'adversaire déjà il va s'en douter que vous allez attaquer avec ça, puisque c'est une des seules cartes pour les gardes qui est intéressante à utiliser sans cerner l'adversaire. On aurait le tournant décisif aussi qui pourrait être intéressant, mais ça je vous ai dit qu'on va surtout l'utiliser en défense. Enfin voilà, souvent ce sera plus intéressant de l'utiliser en défense, je trouve. Donc le but c'est de créer de l'incertitude entre ces 2 cartes-là. Si vous cernez l'adversaire et que vous attaquez avec un garde, il faut que l'adversaire ne sache pas laquelle des 2 vous jouez. Bon, sachant qu'il y aura celle-ci qui viendra toujours en compte. Mais du coup, si il feinte pensant que vous jouez Soleil et les Lunes et que vous avez joué Éclair et Foudre, bah une 5 contre la feinte qui est à 2, 3 dégâts. Donc c'est tout bénef, c'est parfait, c'est génial. Alors que si vous attaquez à chaque fois sans cerner avec celle-ci, il est sûr de feinter, parce que qui vous feinte celle-ci ou celle-ci, c'est tout bénef, c'est tout bon. Voilà, même celle-ci offensivement, c'est tout bon. Il a tout intérêt à vous feinter. Alors que si vous utilisez ces cartes-là en cernant l'adversaire, du coup il va plus savoir s'il faut feinter, parce que là, se prendre 3 x 3, 9 dégâts là-dessus, ce serait un peu ballot quand même, et là ça risque de piquer un peu. Bref, il va falloir créer un peu de mind game. Si vous jouez trop prévisible, ça passera pas. Alors, celle-ci, donc, si l'adversaire est cerné, la valeur est de 5. 5 plus 1, donc ça devient une 6.
Donc ça va faire quand même 3 attaques à 6, c'est quand même assez monstrueux. Et donc le bagage offensif se termine avec la 5 rouge d'Oda Nobunaga, donc c'est toujours intéressant, une 5 rouge, c'est classique, mais en fait elle vous permet de piocher des cartes égales au nombre de dégâts que vous faites à l'adversaire. Alors ça, moi je l'aime bien en finish quand les gardes d'honneur sont morts et qu'il ne reste plus que 1 ou 2 points de vie à l'adversaire. S'il en reste 7 ou 8 à l'adversaire alors que vos gardes d'honneur, de toute façon, vous avez... si vos gardes d'honneur sont morts et qu'il reste 7 ou 8 points de vie à l'adversaire, de toute façon, vous avez perdu. C'est clair et net. Mais celle-ci, voilà, elle peut être bien en finish. Si l'adversaire n'a pas de défense supérieure à 4, par exemple, ça peut arriver. Hein, escarmouche en défense max, bah ça fera toujours un dégât. Maintenant, ça peut être bien aussi en cours de partie, parce que si vous jouez très agressif, et je vous conseillerais de jouer très agressif, vous allez vouloir refaire votre main. Et donc d'attaquer avec ça, ça peut toujours être bon, parce que si l'adversaire défend à 3 ou 4, ça vous permet de repiocher une ou deux cartes. C'est toujours ça de prix. Voilà, donc voilà le bagage offensif de Oda Nobunaga. Alors, en stratagème, on a Roi Démon du 6e ciel. Donc c'est une carte offensive aussi qui est d'infliger 2 dégâts à chaque combattant adverse cerné. Ça peut paraître intéressant, mais en fait c'est assez faible, dans le sens où si l'adversaire vous arrivez à le cerner, s'il est cerné, vous aurez sûrement beaucoup mieux à jouer pour lui faire plus de dégâts, ou au moins pour lui faire utiliser des cartes, voilà, en défense. Si vous jouez ça, vous allez lui faire 2 dégâts sûrs, très bien, sauf qu'il ne va pas jouer de carte en défense, il va garder sa main. Vous avez toujours le petit dilemme, ouais d'accord, je pourrais la jouer, mais en fait j'ai mieux à jouer, quoi. C'est souvent comme ça. Donc celle-ci, elle devient intéressante, pourquoi? En fait pour sa valeur de boost, surtout, moi je trouve, c'est une 3 de valeur de boost. Donc c'est le meilleur boost que vous ayez avec celle-ci. Vous êtes un combattant en mêlée qui a que 2 points de déplacement, vous allez avoir besoin de boost, surtout sur certaines maps, pour vous positionner, pour attaquer, pour cerner l'adversaire. Celle-ci, vous allez souvent l'utiliser en boost pour aller cerner l'adversaire. Petite chose, c'est une carte Oda Nobunaga, donc vous pouvez la jouer aussi quand les gardes d'honneur sont morts. Bien sûr, vous ne cernerez pas l'adversaire, donc vous ne pourrez pas utiliser la capacité, mais c'est une carte que vous pouvez jouer à n'importe quel moment en passe, donc vous la jouez. Infliger 2 dégâts à chaque combattant cerné, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, je l'ai joué en passe. Mais comme moi je vais vous conseiller de jouer Oda Nobunaga en super agressif, je vous conseillerais pas de la jouer en passe, parce que voilà, il y a peut-être une optique de jeu fatigue qui a voulu être mis en place avec ce personnage, mais pour moi ça ne fonctionnera pas. On va voir ça avec le dernier stratagème, mais pour moi ça ne fonctionnera pas vraiment. Et enfin, oui, cette carte-ci, elle peut être bien pour tuer du multi-sidekick, parce qu'en fait, c'est tous les combattants qui sont cernés qui prennent 2 dégâts. Donc si vous arrivez à cerner plusieurs combattants, dans une sorte de triptyque, ou imbriquer vos combattants avec ceux de l'adversaire, vous pourriez réussir à éliminer plusieurs personnages d'un coup. Et dans ces cas-là, elle commence à devenir valable. Mais c'est super chaud à faire. Et le dernier stratagème, donc renforcement, donc celle-ci c'est un stratagème qui est super important, qui vous permet de jouer 2 effets différents. Donc chaque combattant ennemi récupère 1 point de vie, vous piochez 2 cartes, et ou vous gagnez une action. La première idée, c'est de jouer la carte pour récupérer des points de vie. Si tous vos combattants ont perdu au moins 1 point de vie, ce qui est tout à fait possible et faisable, parce qu'avec du body block, vous pourrez réussir à mettre en avant un personnage qui n'a pas perdu du point de vie à chaque fois, et donc vous pouvez réussir à faire en sorte que les dégâts soient répartis sur vos combattants. Avec déclencher le piège, comme vous pouvez en plus échanger des combattants de position avant le combat, en défense, vous allez faire en sorte que celui qui a le plus de points de vie se prenne les dégâts à la place de celui qui a le moins de points de vie. Donc vous pourriez réussir à faire des dégâts, à ce que vos 3 combattants se prennent des dégâts. Et donc chacune de ces cartes-là peut faire récupérer 1 point de vie chacun, c'est-à-dire 3 points de vie en tout. Si on fait le calcul, 3 cartes comme celle-ci, 3 points de vie chacune, au maximum, c'est 9 points de vie. Si vous réussissez à passer patience et stratégie, si vous passez les 3, c'est 6 points de vie. On est déjà à 15 points de vie de gagner
grâce à vos effets de cartes. Sachant qu'Oda Nobunaga est à 13 points de vie, que vos gardes d'honneur sont à 6 points de vie chacun, ça fait 12, donc en tout vous avez déjà 25 points de vie. 25 points de vie plus 15, vous pouvez arriver à un total de 40 points de vie. 40 points de vie. Je crois que c'est le maximum de... Enfin, dans une match, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, si, il y a comment... Il y a les petits chapeaux rouges qui peuvent monter très haut. Bon, voilà, il y a des gars aussi. Mais 40, je crois pas. Mais je vous le dis tout de suite, c'est impossible à faire. C'est très compliqué à faire. Déjà, pour passer les 3 là, les 3 sont là, c'est très compliqué. Jouer 6 cartes avant que les gardes meurent, c'est compliqué. Donc, voilà. Mais il y a, je pense... Il y avait une optique de jeu comme ceci, de résistance, qui, je pense, était un petit peu prévue dans les effets des cartes. Mais moi, je vous conseillerais pas... Enfin, tentez-le, hein, mais je pense pas que ce soit jouable. C'est pas viable. Cette carte-là, clairement, vous allez la jouer pour les 2 dernières actions. C'est ce que je vous conseillerais fortement, parce que je vais vous conseiller de le jouer. Je vous le redis encore, mais agressivement, très agressivement. Cette carte vous permet de piocher donc 2 cartes et de gagner une action. Et ça, pour mettre la pression à l'adversaire, ça va être juste exceptionnel. Vous déplacez, vous piochez 2 cartes et gagnez une action, puis vous touchez donc très certainement une des cartes qui permet d'être utilisée en étant cerné, vous attaquez l'adversaire. Et si vous faites ça 3 fois dans la partie, l'adversaire va être vraiment mis sous pression et ça va être compliqué pour lui de contre-attaquer les gardes. Souvent il va être obligé de double manœuvrer pour toucher de la défense. Donc voilà, moi je vous conseillerais fortement de jouer cette carte dans cette optique. Maintenant il y a des plans de jeu et il y a des situations où vous serez très certainement tenté et de vouloir récupérer les points de vie. À vous de voir, mais moi c'est pas la meilleure utilisation que j'en ferai. Voilà. Les points faibles et les points forts d'Oda, le premier point faible, vous aurez compris que c'est sa forte dépendance à ses gardes d'honneur. Qui d'accord ont 6 points de vie, mais vous voyez vous avez peu de défense. Ça manque clairement d'une belle grosse défense comme Escarmouche ou par exemple si celle-ci avait pu être une Violette par exemple pour l'utiliser en défense. Enfin voilà, ça manque de défense. Le deuxième point faible, c'est la valeur de ces cartes. C'est que voilà, vous avez vu qu'une fois que ces gardes d'honneur sont morts, il n'a plus grand chose, Oda, et avec des valeurs faibles. Donc on a toujours le tournant décisif qu'on peut utiliser offensivement vers la fin, mais comme vous l'aurez souvent utilisé en défense pour protéger vos gardes d'honneur, voilà, vous vous rendez compte que ça va être assez tendu pour vous, pour passer vos cartes d'attaque avant que vos gardes d'honneur ne meurent. Et donc du coup sa dépendance à ses gardes d'honneur et donc à sa capacité de cerner l'adversaire, en fait il va être très map dépendant, c'est-à-dire que le plateau sur lequel vous jouez va être super important. D'ailleurs Azuchi, le plateau que vous avez dans la boîte dans laquelle se trouve Oda Nobunaga, donc Soleil Levant, ne sera pas forcément, enfin clairement pas la meilleure plateau pour lui. Lui, ce qu'il va aimer, c'est les plateaux très ouverts, avec peu de couloirs, pour pouvoir cerner facilement, et des plateaux si possible pas très grands, parce que 2 de déplacement mêlé, ça ne veut pas des plateaux super grands. Donc moi, je vous conseillerais de jouer sur, si vous avez la possibilité sur le sanctuaire, la map de She-Hulk, Doctor Strange, etc., qui est très ouverte. Vous avez aussi également les Raptor Paddock, donc de Jurassic Park. Voilà, il faut jouer sur des plateaux assez petits ou très ouverts. Que voilà. La deuxième, le dernier point négatif, c'est qu'il va être très dépendant de l'adversaire. C'est-à-dire que contre les attaquants à distance, forcément, il va avoir un petit peu plus de mal. Contre ceux qui ont beaucoup d'acolytes ou des acolytes avec beaucoup de points de vie, ça va être forcément plus compliqué. Donc en fait, lui, dans l'idéal, ce qu'il aime, c'est les combattants solo et mêlés. Solo et mêlé. Si possible, qu'il tape pas trop fort non plus. Bon, allez, voilà, on peut pas tout avoir non plus. Mais voilà, l'idéal, c'est de se retrouver contre un combattant solo qui pioche pas beaucoup et qui attaque en mêlée. Ça, ce serait parfait.
Ses points forts, bah, comme vous voyez, c'est quand même qu'il tape fort. Il tape fort quand même avec ses gardes. Et que, bah, mine de rien, il a quand même pas mal de points de vie. C'est-à-dire que si on arrive à faire tourner, déclencher le piège, si ça arrive bien au bon moment, etc., bon, on va pouvoir faire des choses assez intéressantes qui vont faire que bah, il a quand même un bagage qui peut être intéressant. Ah oui, alors, autre point faible, c'est que ça, la seule feinte qu'il a en défense, c'est pour lui. Oda Nobunaga n'a de feinte que pour lui. Les gardes d'honneur n'ont que des feintes offensives, ils n'ont pas de feinte défensive. Et ça peut être un gros handicap, c'est-à-dire que l'adversaire, le sachant, il va passer tous ses effets importants sur les gardes, et ça, bah, vous n'allez rien pouvoir y faire. Donc, conclusion pour Oda, eh bien, c'est de le jouer hyper agressif. Voilà, moi c'est ce que je vous conseille, de le jouer hyper agressif, chaque tour une attaque. Chaque tour une attaque, vous aurez toujours des grosses attaques, des choses intéressantes. Le but, c'est de... sur 3 tours d'attaque, l'adversaire ne puisse vous contre-attaquer que 2 fois. Voilà, ça c'est le but. C'est-à-dire que si vous attaquez vous à chaque tour, bah, à un moment donné, l'adversaire, lui, il pourra pas, peut-être pas, vous attaquer et défendre à chaque tour. Peut-être qu'il va être obligé de double manœuvrer. Et dès qu'il va double manœuvrer pour refaire sa main, bah, vous, c'est un tour de gagner avec une attaque supplémentaire sur lui. Bien sûr, il faut avoir ces cartes-ci qui arrivent pour pouvoir refaire sa main. Peut-être utiliser une 5 d'attaque avec Oda pour refaire sa main, etc. Mais bah, voilà, il faut que vos cartes arrivent quand même un petit peu dans le bon ordre. Petit point quand même hyper important. Apprentissage de la guerre, la 5 d'Oda, ne l'utilisez jamais sur un personnage, un sidekick, pardon, un acolyte à 1 point de vie. Jamais. Si l'adversaire ne défend pas, c'est une catastrophe. Vous aurez fait 5 dégâts au petit pion adverse et vous allez devoir piocher 5 cartes. Voilà pour Oda, j'espère que ça vous aura donné quelques petites indications pour aimer jouer ce personnage. Moi je trouve que c'est un personnage assez plaisant à jouer, enfin parce qu'il est compliqué à jouer, et donc moi j'aime bien ça. Et puis bah voilà, la figurine est super jolie, voilà. Maintenant c'est clairement pas le meilleur des personnages d'un match. Tomoe Gozen est bien plus puissante que lui dans la méta actuelle. Maintenant, Oda Nobunaga contre Tomoe, c'est super équilibré, c'est génial, la boîte était super équilibrée pour ça c'est excellent. Mais donc essayez Oda, et essayez de lui donner un petit peu de chance, vous verrez que vous pouvez faire des choses assez intéressantes. Par exemple, faites un Oda Nobunaga contre Achille sur le sanctuaire, vous verrez que vous pouvez réussir à faire des choses étonnantes. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite de bonnes parties avec Oda, un bon jeu, et je vous dis à bientôt.